C'est une conservatrice de Versailles qui disait que l'église du musée des Arts et Métiers, c'était le plus bel endroit de musée de France. Le parcours permanent, 6000 m². En fait, quand on rentre dans le musée, qu'on fait tout le tour, en ligne droite, sans aller regarder de gauche à droite, on fait 1 km. Marie-Laure Estignard, directrice du musée des Arts et Métiers à Paris. Alors, l'établissement, en fait, c'est le Conservatoire national des arts et métiers qui a 3 missions. La première, c'est la formation, la seconde, c'est la recherche, et la troisième, c'est la diffusion de la culture scientifique et technique. Le musée est une partie du conservatoire, c'est un service du conservatoire, et donc c'est un musée de France qui est rattaché au conservatoire et qui, lui, va conserver tous les objets, toutes les œuvres, parce que à partir du moment où c'est fait de main d'homme, c'est une œuvre, toutes ces œuvres de sciences et de techniques pour les transmettre aux générations futures et aux visiteurs actuels. Alors en fait, au départ, ce n'était pas un musée. Au départ, en 1794, l'abbé Grégoire, qui était un député de la Constitution, a créé le Conservatoire national des arts et métiers. Et en fait, à ce moment-là, ont été créées 3 institutions scientifiques. La première, le Conservatoire des arts et métiers. La seconde, l'école polytechnique. Et la troisième, l'école normale supérieure. Pardon. Donc on a ces 3 institutions qui ont été créées à ce moment-là. Et le principe du Conservatoire des arts et métiers, c'était notamment d'enseigner les arts et métiers qui sont en fait l'équivalent des techniques, en fait c'est le mot technique qui est issu des arts et métiers, à un certain nombre d'artisans, mais également de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des agents de maîtrise. Et l'idée, c'était d'enseigner par la pratique un certain nombre de choses, et d'enseigner ce qu'on a pu appeler à une autre époque les arts mécaniques, par opposition aux arts libéraux médiévaux, donc à savoir aussi bien la sidérurgie que la draperie, tout ce qui est les apothicaires aussi, ça existait à l'époque, au Moyen-Âge, mais aux arts et métiers non. C'était aussi pour enseigner la verrerie, voilà, et enseigner tout ça par la démonstration. Alors je pense que tout le monde devrait le connaître, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est quand même un musée qui a été aussi créé, enfin le conservatoire a aussi été créé pour faire en sorte que l'industrie française soit compétitive. Alors on était effectivement dans cette idée d'avoir une industrie florissante, notamment eu égard aux relations qu'on pouvait entretenir avec la Grande-Bretagne. Et donc, ce musée a été imaginé pour faire en sorte que l'ensemble des industriels puissent à la fois former des gens et en même temps, et c'est le paradoxe, pouvoir être le lieu où on vient déposer ses brevets. En fait, le conservatoire était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'INPI, c'était l'ONPI. Et les entreprises venaient déposer leurs inventions au conservatoire. Et une partie de nos collections est issue de ce dépôt qui a été fait, et donc des grandes inventions. Effectivement, on va retrouver dans nos murs les plus grandes inventions françaises, on est très franco-français. Vous allez retrouver aussi bien le télégraphe de Chappe que le cinématographe des Frères Lumière, ou le premier avion qui est l'avion d'Adair, ou encore celui avec lequel Blériot a traversé la Manche. En fait, en 1909, Blériot traverse la Manche, et en 1909, son avion rentre dans les collections du musée. On voit à quel point il est important à ce moment-là de montrer que l'industrie française est performante, et on vient déposer son invention au musée des arts et métiers. Donc effectivement, c'est bien le musée des premières fois et des grandes inventions. On a un objet que moi j'aime beaucoup, qui est très improbable, qui est le premier récepteur de télévision de Barthélemy. Et effectivement, alors ça ne ressemble pas du tout à une télé, croyez-moi, mais c'est le premier récepteur de télévision. Et on a tous ces objets au musée. On a aussi la première automobile, on a le premier avion avec celui d'Adair, je crois que je l'ai déjà dit, on a toutes ces premières fois. On a le Minitel, effectivement. C'est d'ailleurs assez amusant parce que les visiteurs reconnaissent très bien le Minitel et très bien également le batteur à œufs.
Alors, ça bouge de temps en temps. Ce qui est conservé, ce qui est présenté ici, c'est quand même les plus belles pièces. Soyons réalistes, c'est les plus belles pièces. On a aussi beaucoup d'art graphique aux réserves. On a tout ce qui concerne le portefeuille industriel, qui sont des dessins souvent aquarellés, qui racontent justement tous ces arts et métiers. On a aussi des photographies, des autochromes, donc l'ancêtre de la photographie, et on a un certain nombre de pièces exceptionnelles, les plus exceptionnelles étant quand même celles qui sont présentées ici, même si de temps en temps on fait des rotations. En 2017, il y a eu une exposition au Musée des Arts et Métiers, justement sur ce qu'on appelait les MOF, et qui a permis de présenter un certain nombre de métiers, et notamment donc de travaux des MOF, très très en lien avec finalement l'histoire des arts et métiers telle qu'on l'imagine au fil des siècles. Aujourd'hui, on ne présente plus d'exposition. Il n'empêche qu'il n'y a pas plus tard que le mois dernier, j'ai été contactée par un musée chilien qui se pose la question justement de reprendre une partie de cette exposition et de faire en sorte que le concept de MOF puisse être décliné au Chili. Et donc c'était très intéressant. Je ne sais pas comment on va travailler avec eux, mais aujourd'hui, cette idée de MOF et finalement d'exception française à la fois et en même temps de choses assez exceptionnelles, toujours en termes d'exception, puisse diffuser au-delà des frontières. Alors il y a des KNAM dans d'autres pays, il y a des KNAM en Chine, il y en a au Maroc, il y en a au Sénégal, au Liban, et j'en oublie un cinquième. Alors on est certainement le plus ancien musée de sciences et techniques et un des plus prestigieux. Certains disent que c'est le plus prestigieux au monde. Il y en a qui sont plus grands, hein, qui ont davantage de collections que nous. Si vous prenez le Science Museum de Londres, par exemple, on est un musée extrêmement prestigieux et notre rôle, c'est aussi effectivement de diffuser cette culture technique dans le monde peut-être, mais surtout en France, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la France est très à la pointe sur les musées de beaux-arts, beaucoup moins sur la diffusion de la culture scientifique et technique, et c'est quand même notre rôle de montrer que il y a aussi des choses exceptionnelles, on en voit tout autour de nous ici, qui ont été inventées, des œuvres, encore une fois, et c'est ça notre rôle. Alors, on travaille avec beaucoup d'élèves, hein, on reçoit à peu près 40 000 scolaires par an. On a imaginé, nous, au Musée des Arts et Métiers, un dispositif qui s'appelle Ingénieur en herbe, et que j'aime beaucoup, sur lequel tous les ans, on va travailler avec une cinquantaine de classes, plus de 1000 enfants, et on va leur donner un défi, et pendant un an, ils vont devoir travailler autour de ce défi pour fabriquer un objet de sciences et techniques, avec les contraintes qu'on leur a fixées, et à la fin, il y a un grand jury et on leur remet un certain nombre de prix. Tout au long de l'année, ils vont devoir avoir ce qu'on appelle le livret de l'ingénieur et essayer d'expliquer leur démarche, par où ils sont passés, comment est-ce qu'on part d'un concept et comment est-ce qu'on arrive à l'objet final en testant, en éprouvant, en se rendant compte qu'on a fait des erreurs, en recommençant, et tout cela en adjoignant à la fois un savoir scientifique et une capacité à créer avec ses mains. Et à la fin, on peut avoir des objets qui vont propulser des voitures, qui vont faire des choses assez étonnantes, tout ça par des enfants. On a développé aussi cette année le même type de projet avec un centre de détention. Et c'était très intéressant parce qu'ils ont fabriqué pour nous, toujours sur cette même méthode de l'ingénieur, des dispositifs qui sont aujourd'hui présentés dans le musée. Alors, il y a deux angles. Il y a un, comment est-ce qu'on parle de sciences à nos visiteurs, de sciences et techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, un musée de sciences et techniques doit se réinventer. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question des dispositifs, comment est-ce qu'on arrive à appréhender cette notion. Et puis surtout, je pense que le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est la collecte, parce que nous, notre rôle, c'est d'enrichir notre patrimoine, la collecte du patrimoine contemporain. Comment est-ce qu'on se saisit d'un ordinateur? Alors c'est très bien de collecter un ordinateur, de l'avoir dans nos collections,
Mais comment est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on sera encore en capacité de faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes comment ça fonctionnait, à quoi ça servait. Ça, c'est notre rôle. Et tout l'enjeu autour du patrimoine contemporain, qui est presque du patrimoine immatériel, parce que la fonction logicielle est très importante, c'est un des grands enjeux du musée de demain.